Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 300 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite par la grosse annonce que vous avez vue dans le titre. Le podcast Je peux pas, j'ai business, à l'occasion de son 300e épisode, c'est-à-dire aujourd'hui, devient aussi un podcast vidéo. Il était temps, Aline, comme d'hab, débarque avec 2 ans de retard sur toutes les tendances, mais il était temps que je saute le pas moi aussi. Alors si ce n'est pas déjà fait et si vous n'êtes pas déjà en train d'écouter ce podcast et slash de le regarder sur YouTube, rendez-vous sur la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications. Désormais, si vous le souhaitez, vous allez avoir le plaisir de me voir ainsi que mes invités. Et même si vous êtes sur Spotify, vous aurez également la possibilité de regarder le podcast en vidéo. D'ailleurs, j'ai besoin de vous et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous veniez sur YouTube, non pas pour vous abonner et faire monter mon nombre d'abonnés, ça j'oserais pas trop le réclamer, mais parce que j'ai besoin de vous pour faire la déco. Si vous venez voir un peu le setup que je me suis construit actuellement, qui est loin d'être dégueulasse. J'ai quand même fait un minimum d'efforts, mais vous voyez que derrière moi, les étagères sont vides. J'ai 2-3 lumières qui se baladent, mais j'ai besoin de vous pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce setup. Plus de lumière, moins de lumière, quelque chose de très sobre et minimaliste comme on a actuellement, ou à contrario, est-ce que vous avez des idées sur ce que je peux mettre sur ces étagères qui sont derrière moi? Actuellement, j'ai une lumière et puis j'ai mon petit mug Je peux pas, j'ai business avec un carnet, mais c'est dans le flou, on voit même pas que c'est ça. Bref, si vous avez des idées, je suis preneuse, dites-moi dans les commentaires sur YouTube. Donc vous l'avez bien compris, on est dans du mieux vaut fait que parfait et ce setup vidéo va encore être amené à évoluer dans les prochaines semaines. Il sera aussi possible que vous ayez des épisodes où il n'y ait pas de vidéo parce que j'ai quelques épisodes d'avance sur mon batching, tout particulièrement avec des épisodes avec des invités. Donc dans les prochaines semaines, ce sera mieux vaut fait que parfait, un mix entre vidéo, pas vidéo, mais d'ici je pense tout au plus début janvier, on sera sur du full vidéo. Franchement, j'ai hâte et en même temps, je vous confie que je me sens un peu comme une grosse débutante parce que je pars à l'assaut d'une plateforme, à savoir YouTube, sur laquelle j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je crois qu'on doit être un peu moins de 10 000 abonnés. Alors, ok, bien sûr, c'est un certain nombre d'abonnés, mais c'est quand même bien loin de ce à quoi je suis habituée avec le podcast où je suis presque, on pourrait dire, en terrain connu. Donc, j'ai cette excitation du débutant qui est là et en même temps, j'ai cette peur de comment ça va se passer. Est-ce que je vais arriver à prendre les codes du YouTube Game? Et vous allez me dire, Aline, c'est pas en faisant des guillemets avec tes doigts que ça va bien se passer. Et je suis d'accord avec vous. Bref, voilà. Et du coup, à l'occasion de ce gros changement, vous l'avez compris, qui est, je pense, un peu plus gros pour moi que pour vous en soi, mais je partage ma joie avec vous, j'avais envie de vous partager tout mon système de réflexion. Parce que vous en doutez, c'est pas un changement qui est arrivé comme ça par hasard, mais qu'il en découle en fait d'une grosse réflexion que j'ai eue ces dernières semaines sur tout ce qui est création de contenu au sein de The Bee Boost, mais aussi création de contenu de manière générale. J'ai beaucoup réfléchi, consommé de contenu, je me suis beaucoup renseignée sur cette thématique ces dernières semaines pour plein de raisons que je m'apprête à vous exposer. Et en fait, j'en ai tiré quelques conclusions et j'avais très envie de vous les partager dans cet épisode de podcast / YouTube. Donc, au programme, on va voir le contexte de tout ça. Pourquoi est-ce que déjà je change ma stratégie de contenu? Quelles sont les réflexions qui ont découlé de tout ça? Parce que je pense que c'est des réflexions qui pourront potentiellement vous intéresser pour vos propres stratégies à vous, que vous soyez créateur de contenu à temps plein ou alors que vous ayez une grosse partie création de contenu dans votre business ou même que vous songiez à vous lancer. Je pense que c'est des choses qui vont pouvoir vous servir. Ensuite, je vais vous partager mes prédictions pour 2025 en termes de création de contenu et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir aussi anticiper de votre côté ce que je m'apprête à vous dire. Après, je vais vous partager comment concrètement j'ai décidé d'implémenter ça au sein de The Bee Boost. En gros, je vais vous dévoiler ma stratégie de contenu pour l'année à venir, pour 2025. Et enfin, je vais vous partager évidemment mes objectifs et en quoi j'ai besoin de vous. Et non, j'ai pas besoin de vous pour vous abonner ou faire monter mes stats, mais j'ai besoin de vous sur des questions très précises et je vous les dirai en fin de vidéo. Ok, pour commencer, le contexte. Pourquoi est-ce que je change ma stratégie de contenu et pourquoi est-ce que j'en fais tout un flanc en fait avec cet épisode? En fait, ça vient, on va dire, de 2 besoins différents. Mon premier besoin, c'est mon besoin personnel avec The Bee Boost. En fait, quand je réfléchis à ma fameuse, ce qu'on appelle la zone de génie, c'est-à-dire ce dans quoi je suis bonne, ce qui me donne de l'énergie, etc., ça a toujours été la création de contenu, que ce soit à travers des articles de blog, les réseaux sociaux, Instagram, le podcast aussi, bien évidemment, maintenant aussi la vidéo. Ça a toujours été ce qui me hypait le plus, ça et la connexion avec l'audience. Et je trouve que j'ai complètement perdu ça en 2024. Déjà, fin 2023, j'étais moins là-dedans, mais 2024 encore moins, parce qu'en fait, un business à 7 chiffres, ça se gère, ça se manage d'un point de vue administratif aussi, management, etc. En 2024, j'ai racheté une seconde entreprise, ça m'a pris énormément de bandes passantes, ce qui a fait que j'avais moins d'énergie, moins de volonté et aussi moins de temps à consacrer à la création de contenu. Et en fait, je me suis un petit peu perdue dans ce cheminement-là, c'est-à-dire que je suis devenue, une CEO avec
plein de compétences qui ont augmenté pendant cette année 2024. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode de podcast. Mais en fait, j'ai perdu ce mojo que j'adorais, qui découlait clairement de mon amour pour créer du contenu. Je trouvais aussi que j'avais moins d'engagement auprès de vous parce que je pense très sincèrement et objectivement que mes contenus ont été moins qualitatifs parce que moins d'énergie, moins de temps, moins la passion, parce que j'ai des choses qui m'ont rongé de l'intérieur aussi. Et en fait, je me dis: «J'ai besoin de me reconnecter à ça». C'est ça qui a fait que The Big Boost a fonctionné, c'est ça qui me hype, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui fait que la mayonnaise prend, c'est ça qui fait que la magie apparaît. Pourquoi est-ce que j'ai laissé ça sur le bord de la route? C'est complètement débile. Donc je me suis donné une petite tape sur les mains et me revoici à fond dans la création de contenu. Donc ça, c'était la première raison qui faisait que je reviens en force sur la création de contenu. La deuxième raison, c'est une raison qui est plutôt extérieure et stratégique, qui est ce que j'observe aujourd'hui sur le marché. Je m'explique. Aujourd'hui, ma stratégie ne fonctionne plus en termes, par exemple, de réseaux sociaux sur Instagram. Clairement, le compte Instagram stagne, il augmente vite fait, mais grosso modo, ça stagne quand même par rapport à certains comptes. Moi, je m'y reconnais plus non plus, c'est-à-dire que j'ai plus d'amour pour ce que je crée sur Instagram, pour ce que je partage. Je vois que les abonnés arrivent beaucoup plus lentement qu'avant. Bref, ma stratégie ne fonctionne plus et même si je dois être totalement honnête et transparente avec moi-même et avec vous, parce que l'idée, c'est aussi que vous tiriez des leçons de mon expérience. En fait, elle ne marche plus depuis 2023, ma stratégie de contenu. Même 2023, ça commence à être compliqué. 2024, ça a été vraiment très compliqué. OK, ça a continué à grossir mes comptes Instagram et compagnie parce que je surfais sur un petit peu tout le travail que j'avais fait les années d'avant, c'est-à-dire que je continue encore à bénéficier de l'effet de boule de neige, mais en fait, j'arrive aussi à un point où je me secoue moi-même en me disant: «Aline, bon, là, il y a un truc clairement qui ne se passe plus comme avant. Tu as décroché les wagons du train de la création de contenu et du train de la création d'audience et de l'engagement, et cetera. C'est le moment de t'y remettre». Alors, je suis évidemment pas en train de vous dire j'ai tout mal fait, c'était une catastrophe. Je pense qu'il y a des choses qui étaient bien faites. Il y a eu de la régularité, il y a eu des contenus de qualité, il y a des contenus qui vous ont énormément plu. Mais comparé à on va dire, la vibe et le momentum qui pouvait exister avant, ça n'a quand même rien à voir. Et pour être totalement transparente encore une fois avec vous, je pense que ça fait un moment que je me rends compte, ça fait un moment que je me le dis, mais entre ça et le fait de passer à l'action quand on a une vie qui est remplie de problèmes, de challenges et remplie aussi tout court, ben en fait, il y a des choses où je me suis un peu laissée embourber et dépasser. Mais encore une fois, c'est terminé. Maintenant, on renverse la tendance et on renverse la machine. Je pense que je me suis un peu trop reposée sur mes lauriers et il faut que ça change. Donc, mon objectif, encore une fois, je le rappelle, je suis pas là que pour me plaindre et vous raconter ce qui se passe dans ma petite vie parce que certains d'entre vous seront très contents de le savoir et d'autres aussi en auront, mais strictement rien n'a tamponné de l'oreille avec une babouche et GG pour ceux qui ont la référence. Donc, l'objectif, c'est aussi de vous expliquer tout ça pour que, déjà, vous ne tombiez pas dans les mêmes pièges ou dans les mêmes biais que moi, mais surtout que mon expérience et mes réflexions puissent vous servir aussi de manière proactive. Copiez-moi, s'il vous plaît. On arrive à présent à la seconde partie, qui est, je pense, aussi la plus intéressante. Quelles sont mes prédictions pour 2025 en termes de création de contenu? Alors, évidemment, je ne suis pas Madame Irma. Tout ce que je m'apprête à vous dire, c'est juste le fruit de mes réflexions personnelles. Mais c'est, je pense, ce qui s'en vient après avoir passé énormément de temps, comme je vous le disais, à me renseigner, à voir côté nord-américain ce qui pouvait se faire, à étudier des créateurs de contenu et aussi à me fier à toute l'évolution qu'on a observée ces derniers mois et même ces dernières années sur les réseaux sociaux. Cette réflexion, elle est partie d'une phrase qui m'a vraiment marquée de la part d'un youtubeur américain. Alors malheureusement, je n'ai pas noté son nom, ça faisait partie de mes suggestions sur YouTube, donc je n'ai pas la référence de cette personne-là, mais qui disait «Social media is not social anymore, it's just a media». Donc, excusez mon accent franglais. Grosso modo, ce que ça nous dit, c'est que les réseaux sociaux ne sont plus sociaux aujourd'hui, qu'ils deviennent juste des médias. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où je trouve qu'aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment les réseaux sociaux pour connecter avec son cercle d'amis, avec ses proches, pour connecter avec d'autres personnes. Les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent juste des médias à travers lesquels on va suivre quelqu'un qui nous inspire, se divertir, se former, s'informer aussi, mais on a beaucoup moins ce côté communautaire ou ce côté réseautage qu'on pouvait avoir avant. Et je pense que ça, c'est principalement dû au gros changement d'algorithme qu'on a eu à partir de 2021, post-Covid donc. Au début, c'était TikTok surtout qui avait mis ça en place, mais aujourd'hui, toutes les plateformes fonctionnent à peu près avec cet algorithme-là, qui est un algorithme de recommandation matching plutôt qu'un algorithme par rapport au cercle d'abonnés. Autant avant, dans les anciens algorithmes, l'algorithme fonctionnait de manière à proposer votre contenu d'abord auprès des gens qui étaient abonnés à vous, et puis après, si ça les intéressait, ils proposaient à plus de personnes qui étaient abonnées à vous, et en fin de chaîne, si vraiment tous vos abonnés avaient de l'engagement avec vos contenus, alors là, les algorithmes pouvaient les proposer à d'autres personnes qui ne vous connaissaient pas encore. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment comme ça. Aujourd'hui, les algorithmes vont proposer vos contenus
à des personnes abonnées ou pas abonnées qui ont marqué de l'intérêt pour des contenus similaires aux vôtres en termes de thématiques, de durée, d'images, etc., etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur n'importe quelle plateforme, vous n'avez quasiment plus sur votre fil d'actualité les personnes auxquelles vous êtes abonné, mais principalement des personnes et des contenus qui sont en rapport et en corrélation avec les contenus avec lesquels vous avez interagi précédemment. Donc si demain je commence à liker tous les contenus qui parlent de tricot, eh ben, il y a fort à parier que d'ici quelques heures, voire même quelques jours maximum, sur la plateforme, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn ou autre, je n'ai que des contenus qui me parlent de tricot, en tout cas une majorité de contenus qui me parlent de tricot, même si je suis abonné quasiment à aucun compte dont je vais voir le contenu sous les yeux. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce constat-là? Déjà, comprendre que vos réseaux sociaux ne vont même plus être des médias sociaux, mais juste des médias. Et que le bon move à faire, selon moi, c'est de se servir de ces réseaux sociaux pour construire sa marque personnelle ou sa marque d'entreprise. Et quand je parle de marque personnelle, ça peut être se montrer ou ne pas se montrer, mais en tout cas construire son image de marque. Et que l'engagement sera toujours présent, mais qu'on aura moins ce côté social, qu'on aura moins ce côté communautaire, et que la conversion va se faire ailleurs. Le ailleurs étant les micro-communautés, mais surtout la newsletter qui pour moi reste vraiment le moyen royal de vendre ses produits et ses services lorsqu'on fait de la création de contenu. Donc les réseaux sociaux, les médias sociaux ne deviennent plus sociaux, mais restent des médias et on va les utiliser pour construire notre média personnel, notre image de marque et notre marque personnelle aussi. Et quand je dis ça, vous allez me dire, bah oui Mali, mais du coup, comment est-ce que je fais valoir ma crédibilité, mon expertise, quid des contenus du style 5 astuces pour X ou Y? Je pense personnellement que ces contenus marchent beaucoup moins sur les réseaux sociaux de base parce qu'on n'est plus sur la même volonté et le même type d'utilisation qu'on avait avant. Par contre, c'est typiquement le genre de contenu qu'on va vouloir développer sur des plateformes de création de contenu au travers de formats plus longs. Alors quand je dis plus long, c'est en rapport à un carrousel ou en rapport à un réel de quelques secondes. Un format plus long, pour moi, ça va être un podcast, ça va être une vidéo YouTube, ça va être un article de blog, même si c'est quelques minutes de podcast ou quelques minutes de vidéo ou un article de 1000 mots qui est relativement assez court. C'est aussi là où on va pouvoir faire valoir nos connaissances, nos expertises, donner aux gens envie de nous connaître et de travailler avec nous, et on va pouvoir beaucoup plus s'exprimer sur ces contenus-là. Donc, avoir un réseau social pour construire sa marque personnelle et une plateforme de création de contenu dans laquelle on va pouvoir partager notre expertise, notre crédibilité, et on va avoir des formats plus confortables en termes de temps, de durée aussi, pour pouvoir montrer tout ce qu'on sait faire et puis appuyer notre crédibilité. Et ensuite, comme je vous le disais, pour moi, le troisième pilier, c'est un petit peu comme un tabouret à 3 pieds. Le troisième pilier d'une stratégie de création de contenu qui va fonctionner en 2025, ça va être évidemment votre liste email. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je pense on n'aura pas beaucoup de changements, voire même, je vous encourage, si ce n'est pas déjà le cas, à vraiment créer votre liste email. Je vous encourage à continuer à la développer de manière intentionnelle si vous en avez déjà une. Ça va vraiment être le meilleur moyen de vendre. On en a parlé avec les changements algorithmiques. Aujourd'hui, de moins en moins de vos abonnés voient vos contenus, y compris vos contenus commerciaux, où vous vendez quelque chose de manière directe ou indirecte. Et même si les algorithmes mettent en avant vos contenus auprès de personnes qui ont le profil type des gens qui aiment vos contenus, eh ben, ces personnes-là ne vous connaissent pas suffisamment pour pouvoir acheter chez vous. Et c'est pour cette raison, je pense que ça devient un peu plus compliqué aujourd'hui de convertir sur les réseaux sociaux, alors que sur la liste email, c'est vraiment le format parfait qui va s'y prêter. Et ensuite, dernier point par rapport à mes prédictions pour 2025, dernier point qui va, je sais, pas vraiment vous plaire, mais j'anticipe quand même. Moi, je suis là pour vous dire la vérité et vous faire part aussi de mes réflexions. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les algorithmes fonctionnent sur un système d'audience matching plus que de je recommande les contenus aux abonnés de cette personne. Donc, l'algorithme va montrer vos contenus à des gens qui ont marqué de l'intérêt pour des contenus comme le vôtre, que ces gens soient abonnés à vous ou non. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez aider l'algorithme à faire ça, il va falloir être niché. Il va falloir que l'algorithme comprenne de quoi vous parlez, il va falloir que l'algorithme comprenne qui vous êtes, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à travers vos contenus. Et que si vous parlez de tricot un jour, d'équitation le lendemain et d'entrepreneuriat le troisième, c'est très confusant pour un algorithme et il ne va pas savoir comment vous recommander ni auprès de qui vous recommander. Alors que si vous parlez que d'équitation, si vous parlez que de création de contenu, si vous voulez parler que de podcasting par exemple, ça va être beaucoup plus simple pour l'algorithme de vous faire ranker et de vous montrer aux bonnes personnes. À tel point que moi j'ai vraiment cette réflexion pour l'année 2025 à venir.
que j'ai envie de me renicher en fait. J'ai envie d'envoyer les bons messages aux algorithmes et de me dire, OK, sur telle plateforme, voici la niche que je vais adopter, sur telle plateforme, voici la niche que je vais adopter. Par exemple, sur LinkedIn, j'ai envie de parler de management, j'ai envie de parler de leadership, j'ai envie de parler de tout ce qu'un entrepreneur qui a une ou plusieurs boîtes peut rencontrer dans son quotidien. Sur Instagram, j'ai envie de partager mes retours d'expérience, mes outils que j'utilise et voir plus le côté pratico-pratique de l'entrepreneuriat. Sur YouTube, j'ai vraiment envie d'avoir cet axe comment se rendre visible à la fois des algorithmes et à la fois de ses futurs clients. Et sur le podcast, plutôt d'avoir un positionnement sur comment trouver des clients. Et là, vous allez me dire, Aline, c'est bien beau ton histoire, mais vu que ton podcast est à la fois sur YouTube et en audio, comment est-ce que tu vas faire pour, avec un même contenu, avoir 2 positionnements et 2 discours différents? Je pense que ça va beaucoup se jouer dans les titres, ça va beaucoup se jouer dans les mots-clés, et à moi aussi de faire cette espèce de gymnastique mentale, d'arriver à trouver des idées de contenu et des manières de l'aborder qui puissent rentrer dans les 2 niches et avoir un discours qui reste quand même cohérent sur chacune des plateformes. Mais envisagez, si ce n'est pas déjà fait, de vous nicher en 2025, en tout cas de commencer avec une niche, quitte à élargir ensuite un petit peu. Évidemment, ce n'est pas ou tout noir ou tout blanc, vous n'allez pas être catégorisé et condamné à parler de la même chose jusqu'à la fin des temps, mais comprenez ce raisonnement de, vu comment les algorithmes fonctionnent aujourd'hui, j'ai d'autant plus intérêt à avoir aujourd'hui un discours assez cohérent et à ne pas m'éparpiller sur 50 000 thématiques à la fois si vraiment je veux mettre dans ma poche les algorithmes des réseaux sociaux aujourd'hui. Et là, j'arrive à la 3e partie de cet épisode de podcast où je vais vous expliquer comment concrètement est-ce que je compte implémenter ces réflexions, ces observations dans ma propre stratégie de contenu et comment est-ce que je compte aborder l'année 2025. Déjà, il faut comprendre que tout va partir d'un contenu maître, d'un contenu principal chez moi, qui va être le podcast, que ce soit au format podcast audio pour les plateformes de diffusion standard ou au format vidéo, comme par exemple ici sur YouTube, voire même en vidéo sur Spotify. Je vais avoir mon contenu de base, là où je vais partager de la valeur, là où je vais me positionner avec mes opinions, là où je vais éduquer aussi, là où je vais partager mon expertise, qui va être ce contenu maître. De ce contenu maître vont découler, bien sûr, encore une fois, je vous présente ça comme c'était une révolution alors que je débarque genre 2 ans après tout le monde, mais de ce contenu maître vont découler toutes les vidéos verticales. On sait qu'aujourd'hui, la vidéo verticale, c'est le format le plus porteur. Toutes les plateformes s'y sont mises. LinkedIn s'y est mis aussi récemment. Bref, ça vaut le coup quand on a un podcast, d'autant plus quand c'est un podcast vidéo, de faire des vidéos verticales. Donc ça va être très simple pour moi de prendre mon podcast, de prendre la vidéo et d'en faire une dizaine ou une quinzaine de vidéos verticales qui viendront agrémenter mes différents réseaux sociaux. Évidemment, ces vidéos, je vais les mettre de partout, que ce soit YouTube Short, TikTok, LinkedIn Vidéo ou encore les réels sur Instagram. Et Meta, bien sûr, je n'oublie pas Facebook, bien sûr, mesquine dans cette réflexion-là. Mais voilà, en tout cas, ça va être dispatché de partout. Je ne m'attends pas à ce que ça fonctionne à chaque fois sur toutes les plateformes. Parce que même si aujourd'hui toutes les plateformes utilisent la vidéo verticale, il y a quand même des subtilités et des codes qui vont être très propres à chaque plateforme. Par exemple, un YouTube Short qui va cartonner sur YouTube Short ne va pas forcément avoir le même succès en tant que réel sur Instagram, qui lui-même ne va pas forcément avoir le même succès sur TikTok, par exemple. Donc, il y a quand même des subtilités. Mais je me dis, quitte à arroser le maximum de plateformes, il y a bien des moments où ça va popper d'un côté ou alors popper de l'autre. Mais je ne vais pas m'arrêter là. C'est pas juste mon podcast audio-vidéo qui va devenir des vidéos verticales. Je vais, toujours dans la logique de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vraiment utiliser les réseaux sociaux pour développer ma marque personnelle à travers du partage d'expériences, à travers du partage de compétences et d'expertise et à travers du partage de contenu qui va être très rapidement actionnable, comme par exemple les meilleurs outils du moment, les outils que j'utilise, des choses sur l'intelligence artificielle, rebondir sur des tendances, rebondir sur des actualités. Bref, vraiment transformer mon Instagram en média. Oui, vous allez toujours pouvoir y retrouver de la valeur, bien évidemment, mais je ne compte plus faire vraiment de contenu du style un carrousel sur les 5 meilleures manières de trouver des clients en 2025. Ça, je pense pas vraiment que ce soit le type de contenu qui va cartonner l'année prochaine sur Instagram. Donc voilà, en résumé, ma stratégie de contenu. Et si vous êtes actuellement sur YouTube, vous allez voir s'afficher à l'écran la mind map visuelle qui va récapituler cette stratégie et comment est-ce que je l'articule, comment est-ce que je vais recycler le contenu avec absolument toutes les informations. Donc si actuellement vous êtes au format audio, vous savez que vous pouvez toujours retourner plus tard sur la chaîne YouTube pour pouvoir screenshotter la mind map si jamais vous avez envie de la retrouver ou si jamais vous avez envie / besoin d'avoir une représentation visuelle de tout ce que je viens de vous expliquer. Et pour terminer la boucle de cet épisode de podcast, je vais vous parler un petit peu de mes objectifs et de en quoi est-ce que je vais avoir besoin de vous. Concernant mes objectifs, je me suis fait un petit kiff personnel et je vais viser les 100K, c'est-à-dire les 100 000 de partout. Et il y a des plateformes où aujourd'hui on y est presque ou alors c'est quasiment acquis et d'autres pour lesquelles ça va être un vrai défi. Mais je me dis symboliquement, viser l'objectif des 100 000, ça me semble quand même pas trop mal. Et si c'est trop ambitieux, c'est pas grave, au moins j'aurais fait de mon mieux en me fixant un objectif que
quitte à ne pas l'atteindre, autant je sais que je me serais challengée au plus. Aujourd'hui, sur le podcast, on tourne entre 80 000 et 100 000 écoutes par mois. Donc, l'idée, ça va être de vraiment, et je pense qu'avec ces stratégies, on va pouvoir y arriver assez facilement. En tout cas, j'espère, je touche du singe. Et on va voir vraiment passer la barre des 100 000 et puis y rester et plafonner à un peu plus que ça. Sur Instagram, aujourd'hui, on est au-dessus des 92 000 abonnés et donc ça va être une question de croissance. Est-ce qu'on va réussir à passer les 100 000 dans l'année 2025 ? J'espère quand même, j'ai 12 mois pour le faire, ça me semble jouable. Là où je vais avoir le plus gros challenge, c'est côté YouTube où je démarre avec moins de 10 000 abonnés. Alors certes, je ne démarre pas de zéro et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, mais c'est là où je pense je vais avoir pas mal de travail à fournir et donc c'est là que je vais avoir besoin de vous encore plus sur YouTube, mais c'est aussi valable sur toutes les autres plateformes. Je vais pas avoir besoin de vous dans le sens venez vous abonner s'il vous plaît, je vous fais l'aumône, etc. Je considère que c'est à moi de créer le bon contenu qui va vous donner envie de vous abonner et que je ne suis pas là non plus pour faire l'aumône. Par contre, là où je vais avoir besoin de vous, c'est de me faire vos feedbacks en toute transparence et en toute honnêteté tout au long de l'année. Quand quelque chose vous plaît, dites-le moi. Envoyez-moi un message sur Instagram, mettez un commentaire si vous êtes sur YouTube et dites-moi ça j'adore, je veux plus de contenu là-dessus. Est-ce que tu pourrais aller plus loin dans cette stratégie, dans cette thématique, etc. Et à contrario, s'il y a quelque chose qui vous plaît moins, vous avez aussi le droit, et je vous le demande, de m'écrire en disant Aline, là, t'as fait de la merde. Alors, me dites pas t'as fait de la merde parce que ça fait mal à l'ego, mais Aline, là, ça m'a moins plu, voilà ce que j'aurais aimé voir à la place, etc. Parce que je considère qu'on peut créer une ligne éditoriale ensemble et que j'ai aussi envie de ne pas jouer les influenceuses, mais de jouer les créatrices de contenu, d'être là pour m'adapter à vos besoins, à vos envies. Donc, je compte sur vous pour m'aider dans cette direction-là. Évidemment, moi, de mon côté, j'ai aussi beaucoup itéré en fonction de vos retours, de mes sensations, mais aussi de mes observations. Voilà tout ce que je pouvais vous partager sur mes pronostics pour la création de contenu, à quoi va ressembler le paysage de la creator economy en 2025. Non, pas du tout. J'ai touché peut-être le sommet de l'iceberg de ça, mais surtout comment est-ce que je compte adopter ma propre stratégie de création de contenu à l'aube de l'année 2025. J'espère que ça vous inspirera. Vous avez aussi ma totale validation si vous voulez la copier. Au contraire, je pense que c'est la bonne direction dans laquelle il faut aller et j'avais pas envie de faire de rétention d'informations. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!